Dwayne Johnson est un meilleur acteur que Leonardo DiCaprio. Je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Bon allez, lâche ton clavier, évidemment, je rigole. Et si cette affirmation t'a étonné, c'est bel et bien parce qu'il existe des acteurs bien meilleurs que d'autres. Mais pourquoi exactement? T'as déjà dû voir ce genre de vidéo sur TikTok avec écrit Best Acting of All Time où tous les acteurs pleurent, crient, pètent un plomb devant la caméra. Alors évidemment, ce sont d'excellentes performances pour la plupart, mais en vérité, il existe tellement de subtilités qui font qu'un acteur est bon et dont vous ne soupçonnez même pas l'existence quand vous regardez un film, tellement c'est discret et travaillé. De quels acteurs, de quelles scènes je parle? Vous voulez des exemples, des extraits que vous retrouverez pas sur des compilations TikTok de Best Acting Performance of History? Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. C'est quoi un bon acteur? Le premier point, c'est la crédibilité. Et oui, on ne met pas n'importe qui dans n'importe quel rôle. Alors bien sûr, il y a différents types de rôles. Par exemple, les rôles tirés de personnages historiques ou bien d'œuvres déjà existantes, à qui on va attribuer les traits d'un acteur, et là, généralement, le public est intransigeant. Au hasard comme ça, pourquoi John Wayne n'est absolument pas crédible en Gengis Khan dans Le Conquérant? Tout simplement parce qu'il ressemble pas du tout à un leader mongol, et parce que son jeu est complètement hors propos pendant tout le film. Les erreurs de casting, ça arrive très régulièrement, mais on va y revenir plus tard parce que j'ai pas mal d'exemples à vous donner. Ensuite, il y a les rôles complètement inventés de zéro, à qui il va falloir attribuer un visage. Vous êtes réalisateur ou scénariste et vous allez devoir faire un choix. Plusieurs options s'offrent à vous. Choisir un acteur inconnu mais qui correspond parfaitement à ce que vous imaginez de votre personnage, ou alors caster quelqu'un de beaucoup plus éloigné de votre vision mais qui ramènera beaucoup plus de monde en salle parce qu'il est plus populaire. Et dans ce cas précis, qui est fautif? L'acteur ou le réalisateur? Est-ce qu'on pourrait reprocher à Timothée Chalamet d'être mauvais dans le rôle de Dominique Toretto par exemple? La crédibilité, ça veut dire quoi? La crédibilité, c'est quand une personne, une action ou une information semble fiable et vraie. On y croit parce que ça paraît logique, honnête ou réaliste. Fiable et vrai, honnête ou réaliste. Prenons l'exemple de Sylvester Stallone. Sa vie personnelle, vous la connaissez un peu? Non? Ok. Eh bien, avant de percer au cinéma, il était à la rue, avec son chien, et il vagabondait de squat en squat dans un vieux manteau d'hiver, peu importe la saison. C'était un peu le mec du quartier que tout le monde connaît, mais dont on ne sait presque rien, pas très futé, qui enchaîne les cigarettes et les bouteilles au bar du coin avec le peu de pièces qui lui reste au fond de la poche. Ça vous rappelle personne? How you feeling this morning, huh? Full of life? Fine. Hey, how you doing, killer? How's the turtle food this week? Fine. Me, I'm kinda aggravated. Et oui, Rocky Balboa a exactement la même histoire que son acteur. Et là, les plus aguerris d'entre vous me diront, mais c'est normal, c'est Stallone qui a écrit le scénario, et vous avez raison. Qui de plus légitime pour comprendre et incarner un personnage que celui dont il s'est entièrement inspiré? C'est pas tout le temps le cas, mais quand ça arrive, quand c'est l'acteur lui-même qui incarne sa création, eh bien ça donne ça. And the winner is Rocky Irwin Winkler and Robert Chardoff, producers. Un acteur est crédible quand il arrive à se projeter à 100% à l'intérieur de la vie du personnage qu'il incarne. Et c'est déjà un point qui va différencier un bon d'un mauvais acteur. Vous avez sans doute rigolé plus haut quand je vous disais que Timothée Chalamet serait un mauvais Dominique Toretto. Mais quand on y pense bien, j'ai beaucoup plus confiance en la capacité de Timothée Chalamet à se projeter à l'intérieur d'un personnage qu'en celle de Vin Diesel. Et partant de ce postulat-là, dans les faits, Timothée Chalamet serait sans doute un bien meilleur Dominique Toretto que Vin Diesel. Alors je sais que ça va en choquer plus d'un, mais c'est bel et bien vrai. Quand un acteur y croit et qu'il est sincère, c'est là que la magie opère. Vous me croyez pas? Ok. Cate Blanchett a joué Bob Dylan. Cate Blanchett, Bob Dylan. Eddie Redmayne a joué la première femme transgenre de l'histoire dans The Stylish Girl, et c'était extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'ils y croyaient à 100%. Et ça c'est la preuve qu'on n'est pas obligé de ressembler physiquement à son personnage pour l'incarner de la bonne façon. Bien au contraire. On peut donc dire que la crédibilité d'un acteur ne tient qu'à une seule chose, la sincérité. Et là vous devez vous demander, mais qui c'est ce mec? Quelle légitimité il a à parler de ce qu'est un bon acteur ou non? Eh bien c'est simple, aucune. Je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, je suis comédien, et du coup forcément j'ai vu un paquet de films. Et dans le cadre de mes recherches et de mes études sur le milieu du cinéma, et plus précisément sur le métier d'acteur, je suis souvent arrivé à me demander ce qui différenciait un bon d'un mauvais acteur pour appliquer ces principes à mon propre jeu. J'ai connu plein de professeurs qui essayaient de nous donner la réponse à cette question, c'est seulement en les voyant jouer que j'ai compris que c'était pas parce qu'on avait la réponse qu'on était forcément un bon comédien. Big up à vous. Cette vidéo est tout simplement basée sur ma propre expérience de spectateur aguerri et de comédien. Chacun a sa définition d'un bon acteur, mais aujourd'hui, vous écoutez la mienne. Abonnez-vous et likez ma vidéo si ma façon de raconter vous plaît. Tiens, donnez-moi votre top 3 de vos acteurs ou actrices préférés dans les commentaires, je suis super curieux de vous lire. Pour ma part, vous aurez mon classement à la toute fin de la vidéo.
Maintenant on va aborder le deuxième point, la technique. La technique c'est ce qui va différencier un banquier d'un acteur. Ça commence à la diction en passant par la posture et la gestuelle et en finissant par l'écoute. Et ça, soit c'est inné, soit ça s'apprend. Et dans l'acting, il existe plusieurs méthodes à suivre pour l'interprétation, mais aujourd'hui on va se concentrer sur une seule d'entre elles, la méthode Stanislavski. Qu'est-ce que c'est? En gros, le comédien va puiser dans ses propres expériences émotionnelles pour donner vie au personnage, et il va imaginer des circonstances de vie similaires à celles du rôle pour ressentir ce que le personnage ressent vraiment. En gros, l'acteur doit comprendre et ne faire qu'un avec son personnage. Et c'est valable pour un personnage historique comme quand Joaquin Phoenix joue Napoléon dans le film de Ridley Scott, ou pour un personnage fictif, et c'est là qu'on parle de rôle de composition comme Heath Ledger dans The Dark Knight. Et parmi les comédiens partisans de cette méthode, on trouve de très grands noms comme Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino ou Daniel Day-Lewis qui est resté en fauteuil roulant pendant tout le tournage du film My Left Foot pour vivre dans les conditions de son personnage handicapé. Quand vous voyez des acteurs perdre du poids comme Christian Bale dans The Machinist, devenir danseuse étoile comme Natalie Portman dans Black Swan, ou bien travailler en tant que chauffeur de taxi pendant plusieurs semaines comme De Niro dans Taxi Driver, eh bien c'est ça la méthode Stanislavski, mais vous la connaissez sans doute sous le nom d'acteur studio. Tous ces comédiens cherchent à rendre leurs personnages les plus authentiques possibles, en vivant vraiment les émotions plutôt qu'en les simulant. Ils plongent profondément dans leur rôle, explorent leur psychologie, et parfois ils vont même aller jusqu'à intégrer des changements physiques ou comportementaux. Et à contrario, il y a aussi pas mal d'acteurs qui détestent cette méthode, qui la trouvent inutile ou contre-intuitive, et parmi ceux-là, on peut citer Michael Caine, qui privilégie des techniques simples et directes, comme parler clairement, écouter attentivement, regarder son partenaire droit dans les yeux, et garder le contrôle de ses expressions faciales. Ou encore Anthony Hopkins, qui considère la méthode Stanislavski comme une perte de temps absolue, il préfère analyser le scénario en profondeur et interpréter ses personnages de façon détachée et simple. Il a dit que trop d'immersion dans un rôle pouvait nuire à la performance, tout simplement parce que ça limite la spontanéité. Vulgairement, quand Daniel Day-Lewis quitte le tournage de My Left Foot pour rentrer chez lui, il rentre en fauteuil roulant alors qu'il n'est pas handicapé du tout, et quand Anthony Hopkins rentre chez lui après le tournage du Silence des Agneaux, il rentre dîner avec sa femme au lieu de dîner sa femme. Elle est technique celle-là, mais vous avez compris je pense. Et malgré les différentes méthodes existantes, tous les comédiens que je viens de citer partagent une chose en commun, une technique irréprochable. Tous les acteurs et actrices qui nous émerveillent à l'écran ont dû traverser des périodes de travail ultra intensives, apprendre à maîtriser leur voix, leur corps, leur écoute, leurs émotions, leur gestuelle à la perfection. Et voilà un exemple d'une scène avec un comédien qui maîtrise parfaitement tous ces points. Don't move. Just stay still. It's warm. It's hot. I'm starting to sweat. You need to shut up. You need to move the gun. You need to shut up. You need to back off. Sit down. I'm very sorry. I'm trying to get the landing right. You must understand. You want to get the landing right. Come on, the landing. Cette scène est une démonstration de jeu d'acteur, tout simplement parce qu'on sent la tension monter sans que rien ne transparaisse. Le calme qui règne dans la pièce à ce moment-là nous annonce que quelque chose va se passer, et les deux comédiens font comme si de rien n'était alors qu'ils meurent d'envie de s'étriper mutuellement. Et c'est ce qui nous donne selon moi la scène de bagarre la plus réaliste que j'ai jamais pu voir sur un écran de cinéma. Alors qu'à contrario, il y a certains acteurs qui jouent seuls, qui s'écoutent parler, qui anticipent leurs répliques ou qui vont abuser des pleurs et des cris pour se donner en consistance et en crédibilité. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'un acteur pleure que c'est bien. Pour moi, une émotion à l'écran n'est belle que quand elle est contrôlée, retenue. C'est beau quand un acteur est sur le fil, qu'on ne distingue que très peu ses émotions à travers ses yeux, et c'est là, pour moi, qu'un comédien vise dans le mille. Parce que oui, un bon acteur, c'est forcément un acteur qui nous transmet des émotions. Alors les émotions, c'est propre à chacun, c'est vrai, mais il y a des performances qui vous touchent forcément, peu importe votre sensibilité.
for another. No, we should go. Et je me suis même déjà retrouvé très ému par des acteurs dont le talent est souvent controversé. You were my brother, Anakin! I loved you! Et les émotions au cinéma, c'est pas que des pleurs ou la douleur, c'est aussi du rire, et en France, on est extrêmement bon là-dedans. Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh! Quoi? Faut plus manger là, j'ai plus faim. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël? Et qu'on discute au nom du talent de Jean Dujardin ou de Christian Clavier, ces mecs vous ont déjà fait rire à un moment donné, c'est inévitable. À l'instant où il se passe quelque chose dans votre cerveau, que vous ressentez une émotion devant un acteur qui joue, eh bien c'est qu'il a gagné son pari. Et des acteurs qui me procurent rien, il y en a un paquet. Et ça sert à rien que je te donne la liste parce que dedans il y a forcément ton acteur ou ton actrice préférée, et franchement j'ai pas envie de me faire incendier dans les commentaires, c'est beaucoup trop risqué. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce que provoque une prestation chez un spectateur X ne provoquera pas du tout la même chose chez un spectateur Y. Et c'est carrément logique. Laissez-moi vous montrer ma définition d'un grand acteur dans une grande scène de cinéma. You know what this is? Do you even know what that is? You don't. You know why? Because you can't see this thing if you don't know how to label it. You mistake all those little noises in your head for true knowledge. Are you finished? No, I'm not finished. There's nothing in here about technique. There's nothing in here about structure. Nothing here about intention. It's just a bunch of crappy opinions backed up by even crappier comparisons. You write a couple of paragraphs, and you know what? None of this costs you fucking anything. You risk nothing. Nothing, nothing, nothing. I'm a fucking actor. This play cost me everything. So I'll tell you what, you take this fucking malicious, cowardly, shittily written review and you shove that right the fuck up your wrinkly, tight ass. Vous voyez le craquement dans sa voix à ce moment précis là? I'm a fucking actor.
Et bah c'est ce petit détail anodin qui fait qu'on y croit. On sait que le comédien ressent profondément ce qu'il dit, on sait qu'il combat ses émotions, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle sa voix craque à ce moment précis. C'est les émotions qui prennent le dessus. Et comment mieux résumer une dispute qu'un combat intérieur avec ses propres émotions? Si vous connaissez pas cet acteur ni cette scène, eh bien c'est tout simplement Michael Keaton et le film c'est Birdman. Michael Keaton incarne un acteur sur la pente descendante qui tente de relancer sa carrière en montant une pièce ambitieuse à Broadway qu'il écrit, met en scène et joue. Et tout ça en jonglant avec des pensées suicidaires et ses démons du passé. Et dans cette scène, il fait face à la plus grande critique de théâtre de New York qui vient de démonter sa pièce dans un article absolument assassin. Maintenant que vous en savez un peu plus, laissez-moi vous repasser la scène. You know what this is? Do you even know what that is? You don't. You know why? Because you can't see this thing if you don't know how to label it. You mistake all those little noises in your head for true knowledge. Are you finished? No, I'm not finished. There's nothing in here about technique. There's nothing in here about structure. Nothing in here about intention. It's just a bunch of crappy opinions backed up by even crappier comparisons. You write a couple of paragraphs, and you know what? None of this costs you fucking anything. You risk nothing. Nothing, nothing, nothing. Well, I'm a fucking actor. This play cost me everything. So I'll tell you what, you take this fucking malicious, cowardly, shittily written review and you shove that right the fuck up your wrinkly, tight ass. Normalement, vous avez ressenti quelque chose de beaucoup plus fort au deuxième visionnage, et ça pour une raison simple. Vous aviez le contexte. Et le contexte, c'est ce qu'un film cherche à mettre en place uniquement dans le but de vous introduire ce genre de grande scène. En l'occurrence, le film dure 2 heures et la scène 2 minutes 39, mais en sortant du cinéma, je n'ai retenu qu'elle et je ne m'étais pas trompé parce que Michael Keaton est passé à ça de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans le film. Vous voyez où je vais en venir? Non. Mettez le meilleur acteur du monde dans une scène riche en émotions, mais dans un film mal écrit avec un contexte mal introduit, eh bien, ça ne marchera pas. Prepare yourselves. My father's work is done. Marion Cotillard est une excellente actrice, elle a reçu 2 Césars sur 8 nominations et 1 Oscar sur 2 nominations. Je veux dire, c'est évident que le problème vient pas d'elle. Si on regarde bien, elle meurt seule face à Christian Bale qui nous sort une expression du visage complètement ridicule, et face à Anna Thaoué et Gary Oldman qui ont le regard aussi vide que les salles de cinéma à la sortie du film Lone Ranger. Et ça c'est probablement parce qu'ils ont pas tourné la scène ensemble et parce que Marion Cotillard a dû jouer une mort devant un mur blanc et un objectif 35 mm braqué devant sa tête. Mais là vous allez me dire, oui mais c'est son métier. Alors oui, c'est son métier, tout comme c'est le métier du réalisateur et du monteur de garder la bonne prise. Marion Cotillard est une excellente comédienne, me faites pas dire qu'il n'y avait pas une prise meilleure que celle-là au Rush. En gros, la scène est mal introduite et les comédiens ne sont pas du tout en symbiose, ils ne jouent même pas ensemble. Il y a quelque chose qui se produit pas entre eux et ça se ressent. Pourquoi on pleure tous devant Interstellar quand Cooper regarde les enregistrements vidéo de ses enfants alors qu'il a passé 23 ans bloqué dans un espace-temps alternatif? Des enregistrements vidéo qui compressent des décennies en quelques minutes. Il voit son fils grandir, avoir ses propres enfants et apprendre la mort de son propre père, tout cela sans avoir pu être présent. Évidemment, McConaughey est excellent, mais pendant tout le film, on vous dit que ce moment va arriver. Et quand il arrive, il est sublimé par son talent. C'est un écosystème entre le scénario, le réalisateur et le comédien. Rajoutons à ça la musique d'Hans Zimmer et on a une des scènes les plus touchantes du cinéma moderne. Today's my birthday. And it's a special one because you told me you once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it would be a real good time for you to come back. Et pourquoi est-ce que c'est aussi bien joué? Parce que l'émotion monte progressivement jusqu'au craquage, et quand il craque pas pour la caméra, mais il craque pour lui-même. Regardez ce qu'il fait là, avec sa main, il cache sa bouche. Et ça, c'est un signe de retenue, il cherche pas à montrer quoi que ce soit à la caméra. Il pleure comme tout le monde pleure, et quand on pleure, la dernière chose qu'on veut, c'est d'être observé. Il se retient de pleurer et de fondre en larmes jusqu'au tout dernier moment, et c'est pour ça que ça marche autant sur nous. Ces pleurs ne sont pas beaux ou orchestrés comme dans certains films, mais chaotiques, bruts et viscéraux. Et si ça marche autant, c'est parce que la scène a été improvisée. C'était pas écrit dans le scénario. Nolan a créé une atmosphère où son comédien principal pouvait se laisser aller. Matthew McConaughey a laissé les émotions le submerger en se connectant à l'idée de ce qu'il perdrait en tant que père s'il était séparé de ses propres enfants pendant aussi longtemps et dans de telles circonstances. Matthew McConaughey a fait preuve de culot et de créativité.
Connaissez-vous des exemples d'acteurs qui ont complètement modifié leur personnage? Modifié à tel point que ce à quoi le personnage ressemblait dans le scénario n'a absolument aucun rapport avec ce que le personnage ressemble à l'écran. Non, dans Star Wars, Han Solo devait être un mercenaire typique et introverti. Harrison Ford a apporté un charisme désinvolte et un humour sarcastique à son personnage, transformant Han Solo en un héros attachant et emblématique. Jack Sparrow devait être un pirate classique et triste. Johnny Depp en a fait le personnage qu'on connaît tous en s'inspirant de Keith Richards des Rolling Stones. Et son interprétation a changé le ton de toute la saga. Dans Un jour sans fin, Phil devait être un protagoniste comique typique, évoluant petit à petit vers une rédemption prévisible. Mais Bill Murray a insufflé une amertume et un sarcasme au personnage qui ont fait que sa rédemption finale est beaucoup plus touchante que ce qu'elle devait être à la base. Vous voulez connaître le point commun entre ces trois exemples? Je viens de citer trois légendes du cinéma qui ont révolutionné des personnages et qui en ont fait des figures inoubliables. Je veux dire, savez-vous à quel point Jack Sparrow était basique et sans aucun charme à la base? Et savez-vous à quel point Johnny Depp a dû batailler avec Disney pour ajouter du mascara, des bagues à chaque doigt, une démarche bizarre et un penchant pour la liqueur au personnage? Et savez-vous à quel point il aurait été fade et oubliable s'il avait été interprété par un autre comédien? Et pourtant personne lui faisait confiance, Disney a juste cédé aux caprices de l'acteur qui refusait de faire le film s'il ne décidait pas de la direction artistique que le personnage devait avoir. Disney pensait que ça allait être un flop. On parle bien de Jack Sparrow, personnage principal du film Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, sorti en 2003 et ayant rapporté 654 millions de dollars au box-office mondial, en faisant le troisième film le plus rentable de l'année. Johnny Depp a créé Jack Sparrow. Alors je sais qu'il y a certains réalisateurs qui laissent pas du tout la place à leurs comédiens pour s'exprimer, et je pense que c'est aussi pour nous éviter le pire, parce que je pense qu'il y a des acteurs qui ne sont bons que lorsqu'ils sont dirigés à 100%. Et pour savoir à quel point cette industrie est difficile et sélective, je peux vous dire que la créativité d'un acteur ne peut s'exprimer qu'à partir du moment où il a déjà percé en fait. Parce que si moi demain je me ramène sur un plateau de tournage pour mon premier film, que je suis un inconnu au bataillon et que je décide de changer complètement le personnage, et ben on va tout simplement me dire que la porte c'est là-bas. Hein quoi? Il y a un acteur qui l'a fait, qui a osé? Qui? Jim Carrey, et je t'en parle dans ma dernière vidéo. Et l'histoire est vraiment intéressante, je te mets la vidéo en haut et va checker juste après. Bon là, on va arriver à un point assez complexe et dont on parle très souvent lorsqu'on parle d'acteurs, le charisme. Le charisme, c'est quoi? Le charisme vient du grec ancien charisma, qui signifie don divin ou grâce. Historiquement, il était associé à une qualité presque mystique, attribuée à certaines personnes pour guider ou inspirer les autres. Même la définition du mot elle-même refuse d'être claire, et pourtant c'est bel et bien la première qualité qu'on attribue à un grand comédien. Et il y a même souvent des débats autour de l'acteur ou l'actrice la plus charismatique de tous les temps. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le charisme? Dans un film, on juge un acteur à sa capacité à nous transmettre les émotions, comme on l'a vu avant, mais aussi à ce que nous procure le simple fait de le voir apparaître à l'écran. Il existe des films et des séries qui font tout pour que leur personnage principal soit le plus charismatique possible. Prenons Peaky Blinders par exemple et regardons cette scène. Wait, what did you say? You saw Michael before us. Fuck's sake, John. Because legitimate business, John, is the priority. Legitimate business? Since when? My fucking wife took a bullet meant for me! Tommy Shelby est évidemment la définition même du charisme, et ce qui est fou, c'est qu'il est pourtant incarné par un comédien qui, lui, n'en a pas du tout dans la vraie vie. Mais malgré tout, on peut constater énormément d'artifices rajoutés à l'écran pour rendre le personnage très présent. La cigarette, le verre de whisky, la voix grave, les cheveux rasés, son histoire et son passé militaire, et son autorité sur sa fratrie, bref. Cillian Murphy est excellent dans la série, mais personnellement, j'ai du mal à croire à l'existence de ce genre de leader. Et pour prendre un exemple complètement opposé, parlons du personnage de Ryan Gosling dans Drive. Souvent considéré comme un personnage magnétique et mystérieux, je veux dire évidemment qu'il est mystérieux, il ne parle pas un mot du film, il conduit des voitures pendant les braquages et il a un regard vide qui en dit long. Et dans ces deux exemples, le charisme c'est un argument marketing et il est fabriqué de toutes pièces. Alors ça marche parce que les deux comédiens sont très bons, mais leur charisme semble forcé, exagéré et pas très réel. Et alors c'est quoi un acteur charismatique? Eh bien c'est quelqu'un qui n'a même pas besoin de parler pour que l'on comprenne ses intentions. Et je suis désolé, je suis obligé, comment parler de charisme sans parler d'un des plus grands acteurs de tous les temps dans une de ses scènes les plus mythiques. Vous avez pas vu le film? Ah pardon, je vais vous remettre en contexte. On est dans Les Affranchis de Martin Scorsese, juste après un gros braquage orchestré par le personnage de De Niro, Jimmy, qui vient de commettre une série de meurtres pour éliminer ceux qu'il considère comme des menaces potentielles dans son business de mafieux. Ah, y a pas besoin d'en résumer, vous avez déjà compris le contexte? Eh bah c'est ça, un bon acteur. Le charisme n'est créé que par l'intensité de son regard. De Niro est brillant et sa prestance n'est que le reflet de son talent. Un acteur charismatique, c'est un acteur dont le regard transperce littéralement l'écran. Comme dans cette scène où on va se sentir nous-mêmes directement menacés et où on va se remettre en question. Oui, Robert De Niro vient de vous mettre un coup de pression. Et il y a un point qui est triste autour du charisme, c'est qu'on l'attribue la plupart du temps aux hommes au cinéma, mais c'est parce que vous avez sûrement oublié ça.
It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I've been right here with you, Troy. I got a life, too. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. Don't you think I ever wanted other things? Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me? Je veux dire, c'est hyper important de remettre les points sur les i par rapport à la présence des femmes à l'écran. Je parle beaucoup d'hommes dans cette vidéo parce que moi j'ai toujours voulu être comédien et forcément je me suis inspiré des hommes que je voyais à l'écran quand j'étais petit. Et n'oublions jamais qu'il y a autant de bonnes comédiennes que de bons comédiens, si ce n'est même plus. Que seraient nos films préférés sans la présence des femmes? On a beau être l'acteur le plus talentueux du monde, une image peut se détériorer entièrement avec un seul film. Et des excellents comédiens qui ont fait des mauvais choix, il y en a un paquet, laissez-moi vous en citer quelques-uns. George Clooney dans Batman et Robin, Will Smith dans Wild Wild West, Ben Affleck dans Daredevil, Brad Pitt dans 3, ou encore Johnny Depp dans Lone Ranger. Et Johnny Depp, on va en parler un peu. Comment parler de choix de carrière et de collaboration sans parler de l'immense duo qu'il formait avec Tim Burton? Un bon acteur, c'est évidemment des bons films, et des bons films, c'est des bons réalisateurs. Et quand un bon acteur et un bon réalisateur se rencontrent et qu'ils ont un coup de foudre professionnel, et qui décident de bosser ensemble sur plusieurs longs métrages, eh bien ça donne des chefs-d'œuvre. Mettons toute polémique à part l'espace d'un instant et jugeons l'excellent acteur plutôt que l'humain dégueulasse qu'est Johnny Depp. Johnny Depp et Tim Burton ont collaboré ensemble sur 8 films dont Alice au Pays des Merveilles, Sweeney Todd, Charlie et la chocolaterie et bien sûr Édouard aux mains d'argent. Et laissez-moi vous raconter comment s'est déroulé le casting d'Édouard aux mains d'argent. On est en 1990 et Tim Burton cherche un acteur capable d'exprimer une grande sensibilité et une grande vulnérabilité à l'écran. Il auditionne Tom Cruise, il envisage Jim Carrey ou encore Robert Downey Jr. Mais son choix se portera finalement sur Johnny Depp qui à l'époque n'était que l'acteur principal d'une série pour adolescents, 21 Jump Street. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les acteurs que j'ai cités précédemment et un paquet d'autres comédiens arrivaient dans la salle de casting avec énormément d'assurance, qui mettaient de côté lorsqu'il s'agissait de jouer Édouard aux mains d'argent pendant quelques minutes, mais qui revenaient dès l'instant qu'il sortait du personnage et qu'il cherchait à impressionner le réalisateur. Tous sauf un, Johnny Depp, qui est arrivé extrêmement stressé, qui n'a pas arrêté de trembler, qui a bégayé pendant tout le long et il a complètement foiré son audition. Et c'est à ce moment précis que Tim Burton a vu son personnage prendre vie pour la première fois. Et pour moi, Johnny Depp a livré la meilleure prestation de sa carrière à l'intérieur de ce film. Celle d'un homme qui ne demande qu'à aimer et à être aimé alors que personne ne le considère. Il est aussi touchant que dérangeant et on distingue tellement de choses à travers son corps et son regard. Un regard qui est impossible à oublier pour ceux qui ont été touchés par cette scène mythique où Edward prend quelqu'un dans ses bras pour la première fois. Edward? Are you okay? Yes, are you okay? Where is everybody? Out looking for you. Hold me. I can't. Imaginez-vous devoir jouer ça, replonger dans vos souvenirs les plus profonds et retranscrire à l'écran ce que vous avez ressenti la première fois que quelqu'un vous a pris dans vos bras. Eh bien c'est ce qu'il fait là et il le fait avec brio. J'ai des frissons à chaque fois que je revois cette scène. La musique et enfin bref, tout est bien là. C'est pas pour rien que j'ai la fiche juste ici. Je veux dire, il y a quasiment aucun doute, un bon acteur et un bon réalisateur qui combinent, ça donne forcément des très bons films. Mais on peut en citer pas mal. Scorsese et De Niro, ils ont fait 6 films ensemble, dont Taxi Driver, Raging Bull ou Mean Streets. Pedro Almodovar et Penelope Cruz dans Tout sur ma mère, Volver ou Douleur et gloire. Scorsese encore et DiCaprio dans Shutter Island, Gangs of New York, Le Loup de Wall Street. Et d'ailleurs DiCaprio, on y arrive enfin, et il a même un chapitre dédié dans ma vidéo.
Demandez à n'importe qui est pas forcément un grand amateur de cinéma de citer le meilleur acteur des temps modernes, et bah il y a 98% de chances qu'ils vous disent Leonardo DiCaprio. C'est carrément un réflexe, la réponse est presque automatique. Mais c'est pas une réponse sortie nulle part, il y a forcément une raison. On devient pas le meilleur acteur au monde du jour au lendemain. C'est quoi ce bordel? Pourquoi lui? Pourquoi tout le monde parle que de lui? Qu'est-ce qui se passe? Bah je vous assure que c'est pas si compliqué que ça, on va tout démystifier ensemble. Vous avez forcément déjà entendu quelqu'un dire ouais hier soir j'ai vu un film avec DiCaprio et en vrai bon il est pas si bon que ça, c'est sympa mais c'est pas un truc de ouf non plus. Mais ce qui fait de Leonardo DiCaprio une légende vivante, c'est pas forcément son jeu. C'est la constance. Regardez ça. Citez-moi un mauvais film, genre un très mauvais film ou même une mauvaise performance. Le mec est extraordinairement juste dans tous ses films. D'un enfant autiste dans Gilbert's Grape, en passant par un trader véreux dans Le Loup de Wall Street, allant jusqu'à un trappeur d'ours en 1840 dans The Revenant, DiCaprio impressionne dans tous ses rôles. Il y a des acteurs qui ont été très bons que dans un ou deux films de toute leur filmographie et qui ont fait que des daubes après. Je pense notamment à Jared Leto. Jared Leto m'a impressionné dans Dallas Buyers Club et dans Requiem for a Dream. Mais dans le reste, il a toujours été mauvais, j'ai jamais compris comment on pouvait autant rétrograder d'ailleurs. Si vous avez la réponse, donnez-la moi en commentaire. Et ce qui fait que Leonardo DiCaprio est aussi populaire, c'est parce qu'il réunit toutes les conditions dont je vous ai parlé avant, c'est tout simplement l'acteur parfait. Il est crédible dans tous ses rôles parce qu'il y croit à fond. Il est technique parce qu'il est à l'écoute de ses partenaires, il maîtrise parfaitement son corps et ses émotions. Il est créatif parce qu'il transforme ses personnages avec des improvisations légendaires dans chacun de ses films. Charismatique parce que c'est Leonardo DiCaprio. Et parce qu'il a toujours su faire des excellents choix de collaboration et de films. Et s'il y a bien une scène qui regroupe tous ces points et qui montre Leonardo DiCaprio au sommet de son art, pour moi c'est celle-ci. Where were we? Jackass. Ah, yes. I do believe you were just getting ready to make me a proposition to buy Broomhilda. Am I right? Right. Bring it out, Hildy! Get over here, Hunter. Sit your ass in that Lay your hand flat on that table. Shut your mouth! Dr. Schultz, in Greenville, you yourself said that for the right nigger, you'd be willing to pay what some may consider is a ridiculous amount. To which me myself said, what is your definition of ridiculous? To which you said, $12,000. Now, considering y'all have ridden a whole lot of miles, went through a whole lot of trouble, and done spent a whole lot of bull to purchase this lovely lady right here, it would appear that Broomhilda is in fact the right nigger. And if y'all want to leave Candyland with Broomhilda, the price is $12,000. And I take it you prefer the take it or leave it style of negotiation? Yes, I do, Doctor. You see, under the laws of Chickasaw County, Broomhilda here is my property. And I can choose to do with my property whatever I so desire. And if y'all think my price for this nigga here is too steep, what I'm gonna desire to do is... and beat our ass to death with it, right in front of both y'all. Easy, big fella. Then we can examine the 3 dimples inside Broomhilda's skull. Now, what's it gonna be, Doc? Huh? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rajouter? Quand un autre acteur se trouve à côté de Leonardo DiCaprio dans une scène, il est quasiment transparent. Regardez dans Django Unchained de Tarantino, le film dure 2h45 et on voit DiCaprio que 15 minutes à l'écran et pourtant on retient quasiment que lui. Bon, je pense qu'on a à peu près compris ce qu'était un bon acteur, mais il nous manque un point ultra important pour perfectionner notre analyse et aller jusqu'au bout. Pour comprendre ce qu'est un bon acteur, il faut comprendre ce qu'est un mauvais acteur. Alors la réponse peut paraître facile. Un mauvais acteur, c'est quelqu'un dont le jeu semble forcé ou artificiel, comme si l'acteur récitait un texte plutôt que de vivre le rôle. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à retransmettre les émotions de manière authentique. Par exemple, une scène censée être triste paraît plate. You're wrong. I'm not a coward. You're the coward. I'm not a coward. Ou une scène intense manque d'énergie. This hers? Tell me! Yes, I think yeah. How'd it get burned? How'd it get burned? How'd it get burned? How'd it get burned? I don't know! Résultat, le spectateur ne ressent absolument rien. C'est quelqu'un qui parle de façon monotone, qui marmonne. I can't wait any longer.
Ou à l'inverse, qui exagère trop certains mots, en fait ça casse complètement l'immersion. Max Lord, you're putting yourself and everyone else in grave danger. I need you to give me the stone. What happened to it? C'est quand l'intonation ne correspond pas au contexte et aux enjeux de la scène. C'est un acteur qui manque d'écoute et de connexion aux autres personnages. Where's my fucking money, Danny? Put the gun down. My fucking money! Where's my fucking money, Danny? Look at this guy. Get on. Fucker! Fucking dead, Danny! Shut up! What's going on? Shut up! Let's take him to the police. Fucking dead! Dans une scène de dialogue, un mauvais acteur ne semble pas réagir naturellement à son partenaire. On dirait qu'il est dans sa bulle, déconnecté de l'interaction. C'est un acteur qui passe inaperçu ou qui gêne même l'expérience visuelle tellement il fait tâche dans le décor. Ça peut aller jusque là. Mais je dois vous avouer un truc. Il y a une question qui me hante depuis mon arrivée en école de cinéma, où j'ai enfin pris conscience de la vraie réalité et de la vraie difficulté pour un acteur inconnu de n'avoir ne serait-ce que 30 secondes à l'écran dans un film. Un casting ne dépend pas que d'une seule personne. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà comment se déroule un casting. Ne sont généralement présents dans la salle que le ou les directeurs de casting, accompagnés par un caméraman et un autre acteur qu'on appelle réplique. Uniquement là pour vous donner la réplique ou jouer les autres personnages de la scène. Le comédien arrive avec le texte en tête, le texte qui lui a été envoyé généralement quelques semaines avant, sur lequel il est aussi écrit le synopsis du film pour qu'il puisse avoir un bref aperçu de l'intrigue de ce dernier. Le casting se déroule et le réalisateur ne sera présent qu'au second voire au troisième tour, une fois que les directeurs de casting auront déjà épuré les candidatures. Et puis le choix final ne se fait que parmi une petite poignée d'acteurs sélectionnés au compte-gouttes par des vrais professionnels du milieu qui ont vu passer des centaines de comédiens sur des centaines de projets. Un acteur sélectionné pour un film, c'est un acteur validé par une équipe de gens très expérimentés qui pensent que leur choix est le plus précis par rapport au personnage. Ayant toutes ces informations en tête, on peut alors se demander comment c'est possible de faire une erreur de casting. Et personnellement, je suis partisan de dire qu'il n'y a pas de mauvais acteurs, mais que des mauvais directeurs de casting. L'erreur est humaine, c'est vrai, mais si un comédien a été sélectionné pour un rôle principal, si on lui a donné sa chance, c'est parce qu'il a su convaincre. Et un casting, c'est pas juste un one-shot, non, c'est plusieurs et plusieurs entrevues. C'est des mois de sélection. Alors qui est fautif? Qu'est-ce que vous en pensez? Il existe des millions de comédiens, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Robert Pattinson dans Twilight, Chris Hemsworth dans Star Trek ou Megan Fox dans Confessions of a Teenage Drama Queen? Pourquoi c'est eux qui ont été choisis? Et j'ai pas pris ces trois exemples au hasard. Ils ont tous les trois une esthétique jugée parfaite. Et c'est aussi ça, le métier d'acteur. Ils collent parfaitement au personnage physiquement, mais pour ce qui est du jeu, bon, c'est une autre histoire. Un mauvais acteur, c'est un acteur qui n'est pas sélectionné pour les bonnes raisons. C'est un acteur qu'on pose là, dans un film, au milieu d'enjeux qu'il n'est pas capable d'assumer, uniquement parce qu'on sait qu'il fera parler pour autre chose que son jeu, ou du moins on l'espère. Et oui, c'est cruel pour eux, mais c'est ça, le monde du cinéma. Pour terminer cette vidéo et avant de vous donner mon avis sur les 3 acteurs les plus talentueux de l'histoire, il faut que je vous parle de quelque chose. Pourquoi on va au cinéma? On va au cinéma pour découvrir de nouvelles œuvres, pour passer le temps et surtout pour penser à autre chose. Les meilleures scènes, les plus beaux instants de jeu et de cinéma sont ceux où nous, spectateurs, ne pensons à rien d'autre que ce qui nous est montré. Des scènes qui nous coupent le souffle, où on vibre avec le personnage, et où on ressent ce qu'ils ressentent à la même intensité qu'eux, et c'est très rare. Mais lorsque cette sensation, que j'appelle l'effet du pouvoir de l'instant, nous traverse, c'est précisément là que je comprends pourquoi la comédie est la forme d'art la plus libératrice et la plus émouvante que j'ai jamais connue. Un bon acteur est un acteur qui arrive à nous faire tout oublier l'espace de quelques secondes. Et des acteurs capables de faire ça, il y en a beaucoup. It's too late to win. Don't say that. I'm from Cuba. A lot of black folks in Cuba. T'es grand, t'es fort. Hein? Je te rappelle que t'as demandé d'être fort. Tu te rappelles? Oui? Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends, je vais mourir d'ennui. Pas comme. Hey, Stella! You are not doing this for the sake of
art. You are doing this because you want to feel relevant again. Well, guess what? There's an entire world out there where people fight to be relevant every single day, and you act like it doesn't exist. Things are happening in a place that you ignore, a place that, by the way, has already forgotten about you. Hot shit, and I wanted to fuck everybody, and I didn't. And I loved you, and I didn't want to lose you. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass. Which you are. Now, what are they calling you? Oh, you must say it like you're proud now. One more time. Get on with your life, would you? What life? And slit the throats of every last one of these Dutch motherfuckers and set fire to this ship!尽管离家让我心碎，我想告诉你，如果有来生，我还是会选择和你一起报税，开心一点。Certains d'entre vous ne seront pas du même avec moi et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donnez-moi vos avis, positifs ou négatifs en commentaire, je les lis tous et je vais essayer de répondre au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux si vous aimez le monde du cinéma et si vous appréciez mon travail. Ah oui c'est vrai, je vous avais promis de vous donner mon top 3. Et entre nous, après une vidéo comme ça, c'est un peu ridicule non? Mes acteurs préférés sont tous ceux dont le nom a été prononcé dans cette vidéo. Et vous?